Ouais, bonjour à toutes et tous pour cette nouvelle édition de la radio, de l'émission en langue française sur Tiloche Radio. Donc on se retrouve toutes les 2 semaines avec l'équipe du site en langue française sur la Hongrie, oulala.org. Donc aujourd'hui il y a Corentin. Bonjour Corentin. Bonjour. William. Salut à tous. Notre DJ, l'homme volant, l'homme chevreuil pardon, c'est German. Et on a la chance aujourd'hui de recevoir Attila Jacob, avec lequel on va revenir un peu sur l'identité hongroise. La Hongrie, est-ce que c'est un pays, une société, une culture orientale, occidentale? Quel est son rapport à la chrétienté, à la démocratie, etc. Alors avant de revenir tous ensemble pour parler avec Attila Jacob, je propose de faire une première pause musicale. On est de retour dans le studio de Tiloche Radio à Budapest. L'hiver est bien tombé sur Budapest pour cette nouvelle émission en langue française. Alors Corentin, aujourd'hui on reçoit Attila Jacob. Oui, donc bonjour Attila Jacob. Bonjour. Alors vous êtes diplômé de la faculté de théologie catholique de Strasbourg. Oui. Vous avez collaboré avec le Centre international d'études géopolitiques de Genève. Oui. Vous avez été chercheur à la Fondation publique de recherche comparative sur les minorités en Europe. Et dans ce cadre, votre champ de recherche est le rôle des églises et des communautés religieuses. Et tout ça dans une perspective géopolitique. Oui. Donc Vincent va commencer par une première question sur les rapports entre Orient et Occident. Ouais, une question qui nous intéresse beaucoup. Donc ça fait plusieurs années qu'on vit en Hongrie et on a l'impression, première fois qu'on voyage en Hongrie, d'être dans une société totalement occidentale, surtout dans le centre de Budapest. Et puis quand on commence à vivre ici, quand on commence à s'intéresser un peu à la culture, à l'histoire de la Hongrie, on se dit mais il y a des choses orientales aussi. Et puis on voit toujours ce dilemme culturel, d'identité qui a été présent dans toute l'histoire de la Hongrie, entre une partie de la société hongroise qui a toujours été tournée vers ses origines orientale et une autre qui a toujours été tournée vers la volonté de construire une grande nation sur le modèle de l'Occident. Oui, moi je dirais que le cœur du problème est le problème identitaire de la nation hongroise. Contrairement à ce qu'on croit, et là je suis tout à fait convaincu, la Hongrie et les Hongrois, plus particulièrement au XIXe siècle, n'ont pas réussi de se construire une identité nationale comme l'ont fait les Slovaques, les Roumains, les Serbes, les Croates, étant donné que en Hongrie, il y avait un poids très considérable du féodalisme. Ce sont essentiellement les aristocrates et la petite et la moyenne noblesse qui ont essayé de se constituer en nation hongroise, mais en réalité ils ont gardé les structures féodales, que ce soit les structures sociales, mais ce qui est le plus important, les structures mentales de la féodalité, et ils ont transformé la société et la nation des ordres en une nation hongroise imaginaire et imaginée. Si vous lisez les sources du XIXe siècle, vous vous rendez très rapidement compte qu'en réalité, quand on parle de la nation hongroise, cela ne concerne pas la totalité des gens qui parlent le hongrois, mais cela concerne généralement, je dirais, ceux qui ont des droits, c'est-à-dire la noblesse, et cela représente, vers la fin du siècle, à partir des années 1870-80, aussi la moyenne et la grande bourgeoisie. Mais cela ne représente guère plus 7, 8, 10% de la population, ce qui fait qu'en réalité, les paysans sans droit qui parlent le hongrois, dans la tête de l'élite hongroise du XIXe siècle, ne font pas partie de la nation hongroise. Et cette situation reste similaire plus d'un siècle après, c'est-à-dire que il y a eu donc le compromis de 1867, il y a eu avant la volonté de quelques aristocrates de Budapest de madiariser la société hongroise, de ramener le hongrois, de traduire les textes en langue hongroise, le compromis de 67, la construction d'une nation hongroise autour de la langue hongroise sur un grand territoire avec une certaine diversité culturelle qui a été arrêtée en 1914 avec la Première Guerre mondiale et en 1920 avec le traité de Trianon.
Et aujourd'hui, on retrouve toujours ce même dilemme entre une société qui serait constituée en nation et puis le reste d'une société qui fonctionne de manière féodale. Moi, je crois que d'une manière générale, l'ensemble de l'Europe centrale et orientale a des traits très caractéristiques qui viennent du féodalisme. Et le problème du cas hongrois réside dans le fait qu'ici, il y avait une rupture très considérable entre ceux qui avaient des droits et ceux qui n'avaient pas. Et cette structure a été ensuite maintenue, à mon avis, même à l'époque du régime communiste. Et depuis 20 ans, on n'arrête pas de reproduire des nouvelles élites. Et on divise la population hongroise en quelque sorte une couche mince supérieure qui doit être d'une certaine manière regardée comme l'élite socio-politico-économico-intellectuelle. Ça forme un tout. Et il y a le reste de la population, ça représente quelque chose comme 10 et 90% de la population. Et ce qui se passe actuellement en Hongrie avec le régime Orbán-Viktor, c'est de reconstituer une élite dite nationalo-chrétienne. Et ça serait une sorte de nouvelle aristocratie à la 21e siècle. Et on reproduit les sujets, les serfs, pour le reste de 90% de la population. Et tout ce qui se passe, la démolition programmée de l'enseignement supérieur, à mon avis, fait partie de cette stratégie. De même que les nouvelles lois sur l'acquisition des terres agricoles. Tout à fait. La nouvelle loi électorale qui pourrait potentiellement mettre de côté une grande partie de la population. Oui. Toute cette actualité, pour vous, peut s'expliquer par cette grille de lecture de reconstituer une petite élite autour du pouvoir. Tout à fait, tout à fait. Il y avait dans les années 70-80 une sorte de renouveau de la monarchie austro-hongroise. On a mis l'accent sur les réussites économiques des 10% de la population et on a d'une certaine manière mis sous le tapis tous les problèmes concernant les minorités nationales, concernant les pauvres, concernant toutes les tensions sociales qui caractérisait cette période du dualisme à partir de 1880 à peu près. Et on a d'une certaine manière une image mythique, une représentation politico-idéologique de l'Empire austro-hongrois. Et ce n'est pas d'ailleurs un hasard qu'en réalité, le régime Orbán représente une sorte de mélange à la 21e siècle entre le régime Horthy et le régime du dualisme de l'époque après le compromis austro-hongrois. Et il faut savoir aussi que ce compromis austro-hongrois était en réalité une alliance pragmatique entre une noblesse hongroise qui avait une peur des minorités nationales qui, à ses yeux, étaient surtout d'origine paysanne, et la dynastie des Habsbourg qui avait perdu des guerres en Italie contre la Prusse. Et c'était une alliance très pragmatique pour se sauver réciproquement. Mais cette période du dualisme vraiment a profité, je dirais, pour 15% de la population de la Hongrie. Mais en réalité, la Hongrie était une sorte de dominium de l'Empire des Habsbourg. Ce n'était pas un pays libre et maître de son destin.
Et il fallait, d'une certaine manière, jouer un double jeu. Faire croire à l'empereur que les Hongrois sont des sujets, l'élite hongroise représente une caste de sujets loyaux pour l'empereur et le roi d'Hongrie, et il fallait aussi dire à la population que nous sommes les champions de l'indépendance, de la souveraineté. On est en train de construire une immense nation qui sera amenée à gouverner ou en tout cas à présider au destin de tout le bassin des Carpates. On a des livres de 1880 qui parlent de la conquête des Balkans, d'une nation hongroise de 30 millions d'âmes et des choses comme ça. Et on a aussi l'introduction de l'idée de la race. Mais à cette époque, la guerre des races, et on a des titres, des publications qui ont en titre cette idée, la guerre des races. Cette guerre se passe généralement entre l'élite hongroise et les Roumains de Transylvanie, et c'est un conflit qui ensuite sera transposé entre les Hongrois et les Juifs à partir du traité de Trianon. Avec Horthy. Oui. Indépendance nationale, souveraineté nationale, c'est des mots qu'on entend beaucoup en ce moment aussi. Oui, je dirais que en réalité, l'indépendance, une nation chrétienne, et tous ces concepts concernant la nation et le national qu'on met à toutes les sauces ne représente en réalité qu'une sorte d'opium pour le peuple. Et quel est le véritable impact de ces discours sur le peuple? Est-ce que le peuple suit vraiment ce genre de grand discours lyrique de Viktor Orban, comme on a pu voir le 15 mars ou le 23 octobre dernier, ou globalement le peuple s'en moque totalement? Je crois qu'une bonne partie de la population hongroise, étant donné que la Hongrie et la population hongroise dans le bassin des Carpates traverse une période extrêmement grave de crise identitaire, parce que le présent est pratiquement invivable. Et plus le régime Orban dure, le présent devient de plus en plus invivable. On a un avenir très incertain, incalculable. Et dans ces conditions, les populations, une bonne partie de la population est très amenée à retourner dans un passé mythique, imagé, imaginaire, parce qu'une bonne partie de la population essaye de se sauver mentalement, psychologiquement, d'un présent qui lui est invivable. Et n'oubliez pas non plus que, d'une certaine manière, généralement, dans toutes les sociétés, et les sociétés occidentales ont la chance d'avoir eu un parcours et un développement socio-économico-politique vers la démocratie, je dirais assez linéaire, avec peu de ruptures graves. Tandis que dans tous les pays de l'Europe centrale et orientale, il y a eu régulièrement des ruptures. Il y a eu régulièrement, je dirais, l'élimination des élites et une nouvelle reproduction des élites, ces élites qui se sont reproduites ou qui ont été reproduites, en réalité, ils ont gardé la mentalité de l'ancienne élite. Et il faut tenir aussi compte du fait que ici en Europe centrale et orientale, on a une influence extrêmement considérable d'Allemagne. C'est l'influence culturelle allemande. Et je crois que cette influence culturelle allemande qui est prépondérante est très néfaste
pour l'Europe centrale et aussi pour les Balkans. Dans quelle mesure? Dans la mesure que cela véhicule je dirais une sorte de divinisation de la culture, de la langue, du sang, du sol, de la race. Et cela revient perpétuellement. N'oubliez pas que après le grand rassemblement, je dirais, contre l'antisémitisme, dimanche dernier qui a sévi dans le Parlement, le Gyöngyösi, un des députés du Jobbik, qui parlait qu'il faut faire des listes avec des gens qui représentent, qui sont juifs ou qui ont une double citoyenneté et qui, à ses yeux, représentent un danger pour la sécurité nationale. Le lendemain, Viktor Orbán parlait du fait que les Hongrois vont toujours défendre les Juifs. Et vous avez cette dichotomie et cette idée derrière laquelle on peut percevoir la persistance de cette conception des races distinctes. On parlait des Hongrois qui doivent défendre les Juifs. C'est-à-dire que dans le schéma mental d'Orbán Viktor, les Hongrois sont à part et les Juifs sont à part, et la défense et la lutte contre l'antisémitisme du gouvernement hongrois et de la droite en particulier, et tout cet bagage national-chrétien consiste dans le fait que les Hongrois vont défendre les Juifs pour que ce qui s'est passé. Oui. Justement, là, vous parlez du modèle allemand, et moi qui ai la chance d'appartenir à la nation universelle, la France, je plaisante bien sûr, j'ai l'impression que ce qui avait été construit à la fin du 19e siècle, il y avait aussi une inspiration du modèle français, avec cette culture de construire une grande nation politique sur la base d'une langue et de certaines valeurs, avec une culture d'assimilation des populations slovaques, populations slaves, roumaines, etc. Et que cette construction d'une grande nation sur un grand territoire a été arrêtée en 1914 avec la Première Guerre mondiale, et encore plus en 1920 avec le traité de Trianon, où il y a eu, avec le traité de Trianon, cette chose assez terrible, c'est qu'on était dans une dynamique de la construction d'une nation politique, et on s'est retrouvé derrière dans une nation ethnique où le traité de Trianon a renfermé la Hongrie sur un tiers du territoire qui était son territoire d'avant, et on s'est retrouvé pratiquement qu'avec des Hongrois. On s'est retrouvé entre Magyaro-Magyars à derrière être frustré d'avoir été arrêté dans cette dynamique. Est-ce que vous partagez un peu cette analyse ou Non, pas du tout. Ah, très bien. Non, pas du tout, parce que il faut avoir en tête que pour comprendre la Hongrie d'aujourd'hui, il faut retourner en histoire, il faut faire un retour de 300 ans en arrière. Il faut partir de la conquête de Buda par les armées chrétiennes en 1686. C'est le moment où la Hongrie redevient les territoires occupés auparavant par les Turcs, devient partie de l'empire des Habsbourg. Mais il ne faut pas oublier une chose, que le réveil national roumain en Transylvanie, par exemple, au XVIIIe siècle, on est dans les années 1740-1760, précède le réveil national hongrois. C'est-à-dire qu'on a un territoire, le bassin des Carpates, on a une nation, la nation hongroise, mais cette nation hongroise ne concerne que les ordres. C'est une nation des ordres, ce qui veut dire que les Roumains, les Slovaques, les Serbes qui reçoivent des titres de noblesse s'intègrent sans aucun problème dans cette nation des ordres. Parce que ce n'est pas une nation culturelle, ce n'est pas une nation nationale, en quelque sorte. Et
ce qui se passe par la suite, pour revenir à votre question, oui, il y avait cette idée de construire une nation hongroise sur le modèle français, en essayant d'assimiler les populations. Mais il ne faut pas oublier que la France a mis des siècles pour se construire comme une nation, et la construction de la nation française n'a pas commencé au lendemain de la prise de la Bastille. On a déjà des siècles dans l'histoire française qui vont vers cette construction, et on a aussi le territoire français qui était depuis de très longue date constitué, avec des populations qui vivaient là depuis bien des siècles. Et les structures sociales de la France sont très différentes. Vous n'avez pas des serfs au 19e siècle. On n'en a plus. Et les conditions des paysans en France est très différent de la condition des paysans dans le bassin des Carpates. Et on parle, et pour vous illustrer un peu les ambiguïtés et les contradictions de cette époque du dualisme entre 1867 et 1918, une des régions les plus sous-développées de la Hongrie à l'époque du dualisme était la terre sicule. Pourquoi? Parce qu'ils étaient contre le compromis. Et l'élite hongroise, entre 1867 et 1918, avait comme tâche primordiale la défense du compromis. Et on voit cette schizophrénie de l'élite politique entre 1905 et 1910, quand l'opposition, par chance, arrive au pouvoir, et il fait volte-face, il retourne sa veste, et au lieu de batailler contre le compromis, pendant 5 ans, il ne fait que défendre le compromis, et il va organiser des grandes célébrations. On va réenterrer François Rákóczi, et en 1907, on va passer en force la loi pour les écoles, en essayant d'introduire et de rendre de plus en plus obligatoire la langue hongroise. Mais ce qui fait problème avec ces lois de l'imposition de la langue hongroise comme langue officielle de l'État, et qui pose généralement un gros problème, surtout dans les systèmes scolaires roumains, gréco-catholiques et orthodoxes, est le fait que l'État hongrois n'a pas les moyens de ses ambitions. Ces structures scolaires sont des structures ecclésiastiques. Ce ne sont pas des écoles d'État. Ce sont des structures soutenues par l'Église gréco-catholique roumaine en Transylvanie, l'Église orthodoxe roumaine en Transylvanie. C'est-à-dire qu'on essaye roumaine en Transylvanie, l'Église orthodoxe roumaine en Transylvanie. C'est-à-dire qu'on essaye, parce que l'État n'a pas les moyens de se construire des écoles, on essaye de forcer la langue hongroise par des lois et par chantage des subventions. Ce qui est autre chose. C'est-à-dire que dans un village roumain où vous n'avez qu'une seule école, soutenue par l'Église orthodoxe, l'État hongrois ne construit pas une école d'État, mais ils essayent de magyariser l'école orthodoxe roumaine, ce qui est très différent par rapport à ce qui se faisait en France. La France a mis un accent majeur sur la scolarisation de sa population, mais l'État français a mis les moyens, a construit des écoles et a formé, je dirais, la troupe des instructeurs, des instituteurs. William, tu as une question?
Non, mais en fait, là, on est déjà, le temps passe beaucoup trop vite, on est déjà arrivé à mi-temps de l'émission, donc en fait, on va faire une petite pause musicale, et ensuite, on va peut-être essayer de on a beaucoup de choses, on a beaucoup trop de sujets à parler avec vous, donc on va essayer peut-être de parler de la Hongrie, Orient-Occident, entre les deux. On va revenir peut-être sur l'actualité, d'autant plus que j'ai plein de questions par rapport à l'actualité, rapport à ce qui vient d'être dit. Donc, il nous reste une demi-heure, donc moi aussi j'ai des questions. Nous sommes de retour donc avec Attila Jacob, spécialiste de géopolitique et des questions liées au christianisme. On va faire un saut dans l'histoire et revenir à l'époque actuelle. On a le Premier ministre hongrois, Viktor Orbán, qui en appelle régulièrement un sursaut patriotique de son peuple et, je cite, à une élévation des cœurs et des âmes pour faire face aux difficultés actuelles. Et j'aimerais savoir comment vous définiriez vous-même le système Orbán et surtout quel est le poids de la composante religieuse dans ce système. Alors, à mon avis, le système Orbán est en train de devenir un régime très autocratique. Et moi qui a connu de près le régime national-communiste de Nicolae Ceausescu en Roumanie, moi je constate avec étonnement les analogies qui existent entre ce régime de Ceausescu et le régime qui est en train de se mettre en place en Hongrie avec Orbán Viktor. Disons que le régime Ceausescu avait aussi cet amour pour le discours nationaliste. Il y avait aussi l'instrumentalisation des églises, surtout de l'église orthodoxe. En ce qui concerne le régime Orbán, moi je crois que le christianisme de ce régime, n'oubliez pas que Orbán est passé d'une virulence anticléricale à traversant le christianisme qu'il ne connaît pas à mon avis, vers quelque chose mystico-païen assez particulier. Le christianisme, en réalité, est un mot d'ordre dans ce régime qui permet de rassembler tous ceux qui croient en Orbán Viktor, qui deviennent de plus en plus une sorte de gourou religieux, beaucoup plus que non politique. Et on peut parler aujourd'hui de la croyance et de la foi en Orbán Viktor d'une bonne partie de la population. Et le Fidesz-KDNP, à mon avis, si on regarde les choses d'un point de vue strictement de la sociologie des religions, commence à fonctionner comme une sorte de secte. Et il a tous les ingrédients de ce fonctionnement. Et le christianisme, en réalité, représente un substitut d'idéologie politique, étant donné que le conglomérat Fidesz-KDNP n'a aucune idéologie politique. Le slogan national-chrétien sert en réalité de masquer ce vide idéologique. Mais le régime Orbán a une conception extrêmement néolibérale de l'organisation et de la gestion de la société. Ah justement, mais il y a quelque chose qui me marque, c'est une question que je voulais poser, c'est dans quelle mesure ils sont conscients d'utiliser toute cette rhétorique un peu religieuse, nationaliste, protectionniste, etc., pour cacher ce qui est derrière une politique à la fois néolibérale classique et en même temps une politique dans la continuité la politique néolibérale qui est dans la continuité du précédent gouvernement, c'est-à-dire plan d'austérité, on le voit à travers l'éducation et d'autres sujets, et en même temps aussi une politique de corruption à haut niveau, où on protège une certaine oligarchie proche du gouvernement. Dans quelle mesure vous pensez ils sont conscients d'utiliser cette rhétorique
pour cacher ça, ou c'est où ils y croient vraiment quand ils parlent, quand ils essayent de créer ces mythes fondateurs d'une nouvelle nation, quand ils jouent avec le christianisme, etc. Je dirais que ce qui va dans le sens du néolibéralisme, c'est le projet d'organiser et de gérer la société d'un point de vue uniquement économique et financier. Et l'autre chose qui va aussi dans le sens du néolibéralisme, c'est l'invention d'un langage extrêmement spécifique. Si vous regardez en Hongrie, les mots n'ont pratiquement plus aucun sens, parce que le pouvoir utilise les mots et les concepts en vidant ces mots et ces concepts de leur sens et en les remplissant avec d'autres contenus, mais ces contenus sont très variables. Il n'y a pas de consistance. Et tout devient flou, tout devient incompréhensible, parce que les mots, en réalité, reflètent l'état mental du moment du locuteur. Ce qui fait que le même locuteur peut utiliser les mêmes mots, les mêmes concepts, avec des sens différents. Et plus rien n'a plus aucun sens en Hongrie. Et ça, on voit à tous les niveaux. Et ce qui est aussi très important, que le régime Orbán a dépassé ce néolibéralisme par le fait qu'on criminalise la pauvreté, on démolit le système de santé, on démolit le système d'enseignement, et on est en train d'introduire non pas un système, je dirais, néolibéral classique, comme c'était le cas du général Pinochet, par exemple, mais d'introduire un néolibéralisme à la hongroise avec des teintures féodales. Mais tout de même, est-ce que vous pensez que cette... je vais prendre un exemple très concret. Par exemple, j'ai déjà entendu une femme me dire, une femme qui était très pieuse, pendant le communisme, on a gardé la religion comme un fusil chargé contre le communisme. Est-ce qu'il n'y a quand même pas un retour, je veux dire, presque nécessaire, disons inévitable, de la religion en Hongrie, justement, qui peut peut-être compenser un réel problème identitaire ou mettre du baume au cœur à la population? Est-ce que vous pensez que c'est vraiment une stratégie vouée à l'échec de la part de Orbán, ou peut-être que je ne sais plus ce que je suis en train de raconter. Voilà, par exemple, est-ce qu'on observe une augmentation des pratiques religieuses qui accompagnent ce discours, ou s'il s'agit vraiment simplement de rhétorique, que les Hongrois n'ont pas besoin de plus de religion qu'avant? Je crois qu'il n'y a pas d'augmentation de la religiosité en Hongrie. Les Hongrois sont une population assez sécularisée, et on voit que même à l'époque du dualisme, où l'Église catholique et les églises avaient un poids considérable et un pouvoir très considérable, même à l'époque du régime Horthy, quand il y avait aussi le pouvoir et l'engagement des églises dans la soutenance de ce régime, la sécularisation de la population a bien continué, et il y avait de plus en plus de gens qui se détournaient des églises. C'est l'époque aussi de l'implantation de diverses communautés néo-protestants en Hongrie qui proposer une autre religiosité. Et je crois qu'en réalité, le problème majeur réside dans le fait que la population hongroise et les églises sont très mal instruits d'un point de vue des sciences religieuses et théologiques. Il n'y a pas de théologie hongroise à proprement parler. Ce qui est présenté comme théologie en Hongrie
est en retard avec au moins 80-100 ans par rapport la société. Par rapport à ce qui se passe au niveau international. Mais les mots utilisés par le pouvoir semblent être connus parce que ce sont des mots d'ordre, des mots très simples qui sont entendus par une bonne partie de la population parce que d'un point de vue théologique, ni le pouvoir ni la population n'a pratiquement aucune idée de ce qui se cache ou ce qui pourrait être réellement le contenu théologique de ces mots. En Hongrie, on n'a pas, par exemple, une histoire ecclésiastique, une histoire du christianisme digne de ce nom. En Hongrie, à partir du Premier ministre jusqu'au dernier sacristain, on ne connaît pas réellement les 2000 ans d'histoire du christianisme. Et qu'est-ce que vous voulez qu'on connaisse des autres religions? Mais la Hongrie est un pays païen alors? Non, c'est un pays où le christianisme a servi de cadre social et de cadre politique pour le pouvoir. C'est-à-dire que c'est un pays qui a des structures sociales, des structures institutionnelles ancrées dans le christianisme. Mais cela ne veut pas dire que ces structures sont aussi remplies avec un contenu. Donc c'est plus un contenant qu'un contenu. Yes. Oui. Est-ce qu'il y a à l'heure actuelle une séparation claire entre l'Église et l'État? Non, je crois que ce qui se passe actuellement, c'est un resserrement de plus en plus important des liens entre l'Église, notamment l'Église catholique, et les autres églises qui lui emboîtent le pas, et le pouvoir politique. Et c'est une alliance, je dirais, très pragmatique, une alliance où on essaie d'instrumentaliser l'autre en fonction de nos intérêts. Et le fait que à partir de septembre 2013, on va introduire dans les écoles première, cinquième, neuvième, soit la catéchèse, soit l'enseignement de l'éthique obligatoire. Il a fallu une année au cardinal R2 de réaliser que ça va être, je dirais, l'échec total des églises, étant donné qu'ils n'ont pas les ressources humaines et les capacités intellectuelles pour faire face à cette tâche. Vous imaginez, à présent, il y a 30% des enfants qui vont à la catéchèse facultative. Et regardez, d'une manière très pragmatique, vous avez une classe de 9e. Ce sont des ados qui ne sont plus socialisés dans la servitude, dans l'obéissance, dans le respect absolu du pouvoir. Et vous avez un prêtre qui a, je dirais, des conceptions théologiques à la 19e, sinon à la 16e. Et vous avez une classe, je dirais, 25 enfants, où il y a, je dirais, 3 confessions, et une partie des élèves n'est pas baptisée. Vous devez avoir en même temps 3 ecclésiastiques pour enseigner les enfants de ces 3 confessions, et pour le restant de la classe, vous devez avoir un enseignant qui va leur enseigner l'éthique. Mais quelle éthique? Si, je dirais, en restant 6 enfants, un musulman, un bouddhiste et 3 agnostiques, et qu'est-ce que vous allez leur enseigner comme éthique? Les 10 commandements? Et ça entre en vigueur en janvier 2013. Septembre 2013. Oui. À la prochaine rentrée scolaire. Oui. D'accord. Oui.
Ça sera l'occasion justement de peut-être d'en reparler en septembre prochain. On parlera, ça me rappelle la phrase que vous disiez tout à l'heure, c'est que contrairement à la France, ils n'ont jamais eu les moyens de leurs ambitions et on retrouve un peu ça, des ambitions de vouloir changer une société de manière très, très rapide sans en avoir ni les moyens financiers ni les moyens humains. Et ils se heurtent un peu, mais très souvent, c'est ce qu'on retrouve dans le gouvernement Orban, entre des grandes déclarations d'intention, des grands discours grandiloquents, et puis quand on revient quelques semaines après ou quelques mois après, on voit qu'un peu tout s'est effondré entre ce qui avait été déclaré et qu'est-ce qui se met réellement en place autour de ça. Il y a plusieurs questions sur lesquelles je voulais revenir par rapport à l'actualité. Je sais pas si Corentin t'avais une autre question par rapport à ça. Tu peux y aller. Je pense que là il nous reste le temps pour une question parce que ce sera si on veut approfondir un peu comme ce sera intéressant de revenir, je pense, sur la manif de la semaine dernière qui a eu donc dimanche après-midi à Budapest. Alors, il y a une première question avant d'expliquer un peu ce qui s'est passé autour de cette manif. Il y avait une première question: est-ce que vous pensez qu'il y a un danger d'une extrême droite forte en Hongrie? Est-ce qu'il y a vraiment un danger? Parce que la Hongrie est très souvent montrée du doigt actuellement en Europe de l'Ouest comme étant un pays où l'extrême droite est très forte, où il y a des risques de retour d'une forme de néonazisme, d'un repli identitaire extrêmement nationaliste, etc. très fort. Est-ce que vous pensez qu'il y a un risque autour de ça actuellement en Hongrie? Repli identitaire, je crois qu'on est déjà plein dedans. Un antisémitisme très virulent, à mon avis, non. Ce sont des dérapages, je dirais, ce sont pas des dérapages involontaires. Moi, je n'exclurais pas que c'était un dérapage très bien conçu. De la part de Gyöngyösi Márton, la semaine dernière, il y a 10 jours. N'oubliez pas qu'il y a, je dirais, une répartition des tâches entre le Fidesz et le Jobbik. Pour vous donner un exemple très concret, c'est le Fidesz qui entretient de très bonnes relations avec l'Arabie Saoudite, c'est le Jobbik qui entretient de très bonnes relations avec l'Iran. Et n'oubliez pas que ce dérapage, je dirais involontaire, où on dit involontaire de la part de Gyöngyösi, tombait vraiment à pic pour faire oublier la loi sur la législation au sujet des élections. L'enregistrement sur les listes électorales. Et à partir de là, c'était pratiquement au même moment. Et à partir de là, pendant 2 semaines, on ne parlait plus de l'enregistrement, on parlait que de Gyöngyösi. Et une chose, la manifestation de dimanche, bien. Mais posons-nous la question, à ce point-là, était-elle vraiment spontanée? Alors, pour expliquer un peu Et il y a encore une chose. C'est très bien que M. Rogan a pris là-bas la parole. Il a parlé pratiquement en son propre nom. Il était là non pas en tant que représentant du Fidesz. Il est venu, je dirais, pour donner l'impression que lui, personnellement, c'est différent. Mais tout ce que le Fidesz a fait, la démolition de l'état de droit, le rétrécissement de la démocratie, c'est le tapis rouge pour l'antisémitisme. Et il y a un antisémitisme latent en Hongrie. Parce que la mentalité hongroise, c'est ne jamais regarder les choses en face. Chercher toujours des boucs émissaires. C'est toujours le voisin, c'est le chien, c'est le chat, c'est le beau temps, c'est le mauvais temps qui est la cause de quelque chose. C'est le pérésien, comme dans cette étude qui n'existe pas. Non, pour revenir, parce que on était avec Corentin la semaine dernière à cette manifestation, on était agréablement surpris de voir c'est quelque chose. Je suis pas sûr qu'actuellement en France, vu la situation politique, on pourra avoir un tel rassemblement de la gauche et de la droite ensemble sur ce genre de thématique. Donc en fait il y a eu donc cette déclaration il y a 2 semaines pratiquement, lundi il y a 2 semaines de Gyöngyösi Márton, un député
Jobbik, qui est aussi un membre de la commission des relations internationales, je crois, au Parlement, quelque chose comme ça, qui a vice-président du comité des affaires étrangères au Parlement, qui a demandé donc de lister les personnes de confession ou d'origine juive ou de nationalité israélienne qui avaient des positions de pouvoir au sein des institutions hongroises pour une question de sécurité nationale. En rapport avec le conflit israélo-palestinien. Voilà, on était en plein sur les discussions sur le fait que la Palestine allait rejoindre ou pas allait devenir le nouvel État des Nations Unies. Donc ça a créé au départ un peu un scandale, mais ça a pris du temps tout au long de la semaine de monter, et il y a eu cette manifestation d'organiser dimanche après-midi. Alors nous, on était très surpris, c'était une manifestation qui a été ouverte avec un court-métrage rappelant quelque chose qui est où il y a eu un travail de mémoire qui n'a pas été suffisamment fait en Hongrie, rappelant quelque chose qui est donc en 1944 ces Juifs qui ont été jetés dans le Danube. Un court-métrage très poignant un dimanche après-midi à Budapest avec la nuit qui tombe devant le Parlement. Suivi par l'hymne national. Et puis ce discours du président du groupe parlementaire Fidesz, donc Rogán, qui est quelqu'un d'assez réputé pour son cynisme et ses affaires économiques. Et on était très surpris de voir Rogán associé derrière à Bajnai, donc qui est l'homme providentiel envoyé de l'Ouest ou de je ne sais pas où, qui vient pour sauver la Hongrie et qui était sur scène devant le Parlement, et puis derrière Mesterházy, le président du MSP. Donc on a eu le droit à des discours avec de très belles envolées contre l'antisémitisme. On a rappelé, Bajnai a rappelé la série de meurtres qu'il y a eu en 2008-2009 ou 2009 je crois, contre des tziganes. Enfin, il s'est passé quelque chose d'assez intéressant. On a l'impression d'avoir un front républicain, on dirait en France, ou un front national hongrois contre l'extrême droite. Complètement faux. Mais c'est complètement faux. C'est complètement faux. Quelle est alors votre analyse, justement, parce que vous semblez dire qu'il y a un numéro de duettiste entre Fidesz et Jobbik. Et on sait, par exemple, vous nous rappeliez hors micro tout à l'heure que cette manifestation a été organisée par l'Assemblée de la foi, le Hídgyűlő Kezete, oui, qui sont des pentecôtistes. Pour ceux qui connaissent, c'est le Vidam Vacharnap tous les dimanches matins sur ATV, on les voit danser, chanter, louer le Seigneur. Et donc ce sont eux qui ont organisé la manifestation. Il se trouve que cette congrégation a été reconnue comme église officielle par le gouvernement Orbán via la nouvelle loi sur les religions. Donc à ce titre, elle va recevoir des subventions, etc. On sait qu'il gravite proche du pouvoir actuellement. Est-ce que vous pouvez arriver à décrypter tous les enjeux qu'il y a derrière ? Disons que, en réalité, à cette manifestation, il n'y avait ni la droite, ni le gouvernement, ni le Fidesz-KDNP. Il y avait en personne Rogán Antal. C'est tout. Et ça s'arrête là. Et parler de front républicain dans un pays où on a banni le concept même de la République n'a pratiquement aucun sens. Mais n'oubliez pas que Hídgyűlő Kezete, à présent, est une communauté religieuse extrêmement bien organisée, avec une discipline de fer. Et du moment où cette église, l'Assemblée de la foi, organise une manifestation, vous pouvez être sûr que 80% de ses fidèles, sinon 90%, il n'y a que les malades et les enfants en très bas âge qui ne vont pas. Le reste, y va. Et c'est à peu près, je dirais, 12-15 000 personnes représentées par l'Assemblée de la foi. Mais qui sont-ils ? Qui ? Ces personnes qui appartiennent à l'Assemblée de la foi. Ça représente à peu près 12-15 000 personnes à Budapest. D'accord. Et si vous faites le décompte, cette manifestation spontanée n'est plus aussi spontanée que ça. Mais cette manifestation a permis, d'une certaine manière, au gouvernement Orbán de se positionner en centre-droite et de revenir, comme Orbán, de se positionner en centre-droite et de revenir comme de redorer l'image uniquement par cette présence de Rogán
de redonner l'image d'un gouvernement qui est pour la démocratie, qui est contre l'antisémitisme. Mais il ne faut pas se leurrer. C'est tout simplement ça. Il y a des manifestations qui criaient pendant le discours de Rogan, c'est vous qui avez créé Jobbik. Disons que le Jobbik permet à Orban et au Fidesz de se positionner à gauche du Jobbik. Mais le discours mystico-païen va généralement pour les fidèles de Jobbik. Et il y a une branche du Fidesz qui oscille entre rester à Fidesz ou aller à Jobbik. Malheureusement, non. Vincent, je suis désolé. Fais vite. Non, la mission est terminée. C'est vraiment dommage parce que c'était très intéressant et j'espère que si vous acceptez de revenir dans quelques mois, ce sera l'occasion. Très volontiers. Ça sera l'occasion dans 15 jours à la même heure. de parler de tout ça un petit peu plus profondément. Longuement, voilà. Donc je voulais vous remercier, Attila Jacob, mais aussi Corentin et Vincent, qui sont et bien sûr l'homme chevreuil qui a assuré les quelques morceaux de musique et qui va terminer par un autre morceau. Oui, et on est Donc à vous l'homme chevreuil et merci à tous. Merci Attila Jacob et merci pour l'invitation. À la prochaine fois. Au revoir. À dans 2 semaines.